Justement, on va poursuivre dans ce cheminement avec Lionel Arnaud, qui est professeur en sociologie et qui, lui, est allé justement à la rencontre de différents projets participatifs, de différentes manières de faire, surtout, de manière à en identifier un petit peu à chaque fois les objectifs, les modalités, et puis de cerner un petit peu cette gamme de participation, parce qu'on voit bien à chaque projet, il y a un rapport aux autres qui est un petit peu différent. Voilà, et donc vous avez travaillé ce sujet à l'échelle européenne sur différents projets. Oui, merci, bonjour. Euh, moi, je suis le sociologue du panel, là, donc forcément, je ne suis pas un acteur à proprement parler de ces. Alors, c'est à la fois une position assez confortable, et puis non, puisque je vais essayer de parler de choses que je connais et pas que je ne connais pas. Je commence à me familiariser un petit peu avec tout ce qui a été fait. Je remercie les intervenants précédents parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, et moi, on va dire que mon modeste rôle, ça va être une parole un petit peu plus froide, j'espère pas trop pénible, hein, à écouter, mais peut-être d'essayer de reprendre un petit peu les choses pour savoir un petit peu de quoi on parle, parce que justement, ça a été dit, les mots sont un peu des mots valises. Le terme émancipation, qui a été utilisé plusieurs fois ici, bon, qui est utilisé aussi par notre président de la République, peut-être pas forcément avec les mêmes intentions. Le terme de participation, alors d'une certaine manière, les arts participatifs, moi c'est déjà un terme qui m'interroge, parce que est-ce que les arts peuvent ne pas être participatifs? Marcel Duchamp disait que c'était le regardeur qui faisait le tableau. Euh, un artiste sans regardeur, sans spectateur, c'est un artiste un peu seul, qui finalement ne parle à personne. Donc c'est ça que j'aimerais quand même questionner ensemble, poser simplement des questions, hein, et puis surtout, et votre intervention est très utile à ce niveau-là, c'est sortir un petit peu de notre côté, alors parisiano-centré. Moi je suis Toulouse, enfin je vis à Toulouse actuellement, et lyonnais d'origine, mais franco-centré surtout, et de replacer les débats que l'on peut avoir sur ces arts participatifs dans une histoire française qui est assez singulière. On parle d'accès à la culture, c'est toujours un peu étonnant, de démocratisation de la culture, donc ça laisse toujours entendre que quelque part, les gens à qui on s'adresse n'ont pas de culture. C'est déjà un gros point d'interrogation. On a un ministère de la culture ou des affaires culturelles qui a en quelque sorte kidnappé la culture, hein, et qui a en quelque sorte réduit d'une certaine manière la culture aux arts et aux beaux-arts, sans le dire d'une certaine manière, hein. Enfin sans le dire, Malraux l'assumait tout à fait. Le décret fondateur du ministère de la Culture, c'est de promouvoir les grandes œuvres de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre. C'est ça l'action culturelle. Ça interroge. Ça interroge quand même sur justement aujourd'hui la nécessité peut-être de ressouder un petit peu l'art et le peuple. Alors voilà, bon, c'est un peu ces questions. Alors j'ai préparé un PowerPoint parce que c'est bien aussi d'illustrer un certain nombre de choses, mais ça me paraissait aussi important de poser un certain nombre d'actes précis, notamment, je dirais, un certain nombre de déclarations. Je ne sais pas si on va les voir ici, parce que ce terme de participation, alors la participation, je disais, bon, est-ce qu'on peut faire de l'art sans faire de la participation? On a toujours le sentiment de réinventer l'eau tiède. Le théâtre populaire, Augustio Bual, le TNP, on pourrait même Robert Hossein, hein, quand il faisait participer ses spectateurs au Palais des Sports de Paris. Ça date pas d'hier, la participation dans les arts, et particulièrement dans le théâtre. Là où il y a un changement peut-être de paradigme important, c'est que, et Jean-Pierre Saez en a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on met davantage l'accent sur une culture qui finalement est beaucoup plus large que les arts, c'est la culture anthropologique, hein, au sens anthropologique. C'est les modes de vie, c'est les croyances, c'est les identités, c'est le rappel que la culture c'est avant tout une affaire de dignité personnelle et collective. C'est le cheminement au niveau international et pas tellement au niveau français, parce que ça résiste encore beaucoup, qu'il y a autour de cette question des droits culturels, de cette déclaration de Fribourg, qui met en avant le droit à chacun à pouvoir manifester son identité culturelle. Et que si l'art fait partie de l'identité culturelle, et si l'art a un sens du point de vue des droits culturels, c'est cette capacité à servir de levier, de moteur, ça a été dit tout à l'heure,
l'émancipation, je ne sais pas, mais en tout cas vers cette capacité à pouvoir gagner une certaine dignité, ou en tout cas la reconquérir, et surtout qu'elle soit reconnue. On parle de diversité culturelle, on ne peut pas dire que notre pays soit particulièrement, je dirais, un modèle du genre en matière de reconnaissance de la diversité culturelle. Hein, c'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est plutôt d'imposer une culture uniforme aux autres, et c'est précisément le sens du décret du ministère des Affaires culturelles, il faut encore le rappeler. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a quand même une grande résistance en France des artistes, des élus aussi, à cette reconnaissance des droits culturels. Donc la déclaration de Fribourg, je vais la lire, hein, les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Avec une définition de la culture qui participe d'une définition, encore une fois, anthropologique. Hein. Et donc, les droits culturels sont reconnus en France hein, par l'intermédiaire de la loi NOTRe, hein, la nouvelle loi sur l'organisation territoriale de 2015, par la loi sur la création artistique. Bon, on est quand même dans quelque chose qui reste relativement vague et qui peut être approprié de façon extrêmement variée. L'idée ici, c'est de vous présenter justement d'autres types d'expériences culturelles que celles qui ont été présentées jusqu'à présent, qui manifestent aussi peut-être des expériences qui ne sont pas uniquement théâtrales, mais les arts participatifs, c'est le thème de cette journée. Donc, si on peut passer à la diapo qui suit. Voilà, quand je disais, je vais essayer de parler de choses que je connais. Ça participe, on ne voit pas la référence, tant pis, d'un rapport qu'on a réalisé avec l'Observatoire des politiques culturelles pour le compte du Commissariat général au plan, qui s'appelle maintenant France Stratégie, et qui visait à essayer de comparer, de faire un espèce d'état des lieux, hein, très modeste, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais différents projets qui mettent en scène, qui contribuent à, en quelque sorte, impliquer, faire participer des participants, des habitants ordinaires. Donc on a essayé de les classer autour de différents, alors on l'a fait de façon très très subjective, hein, mais aussi bien en France, en Europe, que dans des pays extra-européens et sur d'autres continents, comme le Brésil, par exemple, ou la Martinique, hein, parce que Géraldine parlait de Sevran qui était en périphérie, mais alors la Martinique, c'est encore plus en périphérie de la France, et on en parle encore plus rarement. Mais les habitants là-bas n'hésitent pas à s'organiser et à faire un certain nombre de choses. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc juste quelques mots sur la grille d'analyse. L'idée, c'était de ne pas partir d'une définition a priori de la participation. C'était beaucoup trop risqué, on risquait de tomber dans l'idéologie ou dans des choix totalement normatifs. C'était plutôt de voir comment ça se passe concrètement, et avec notamment en ayant recours à la notion de dispositif, hein, c'est-à-dire que faire participer, c'est un rapport humain, mais c'est aussi une mise en objet, c'est aussi une mise en scène, hein, que les metteurs en scène et metteuses en scène connaissent bien, hein, qui consiste à faire venir des individus dans un espace, dans un cadre d'expérience, où on va se sentir bien, comme autour d'un repas par exemple, ou chez l'habitant, comme c'est fait ici à Sevran. Il y a différentes manières de faire. Et donc l'idée, c'était de voir comment s'organise cette relation au public et de partir d'une définition, je dirais, très minimale de la participation. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les projets, mais quand même pour vous donner une petite idée, si on peut avoir la diapo qui suit. Donc, par exemple, avec des formes de territorialisation variées qui peuvent participer d'un équipement, où on va essayer de faire venir, ou en tout cas d'attirer de nouveaux habitants. Ici, on est à Londres, dans le quartier de Tower Hamlets, où les pouvoirs publics ont essayé de réinventer finalement la bibliothèque, avec l'idée que finalement, ils rentraient de plus en plus en concurrence avec d'autres offres culturelles ou de passe-temps ou commerciaux, comme par exemple les centres commerciaux, et que donc il fallait rendre la bibliothèque plus attractive, notamment avec cette forme un petit peu cubique et transparente, avec des coursives qui ressemblent aussi beaucoup aux centres commerciaux, mais aussi d'une certaine manière au centre Pompidou. Hein. Bon, ça participe de cette mode un petit peu qu'on voit autour des tiers-lieux, mais aussi de choses plus anciennes. J'ai entendu parler, je ne savais pas qu'à Sevran il y avait une maison folie, mais aussi de la condition publique, par exemple à Roubaix, qu'on a aussi étudié. Donc là, l'idée, c'est l'équipement et comment on fait venir, ou comment on arrive à séduire de nouveau des habitants à venir dans l'équipement et à participer ou être partie prenante de ce qu'il aurait offert en démultipliant les lieux de convivialité. La diapositive suivante, elle, s'intéresse à comment on vient aux habitants. Là, ici, c'est s'inspirer aussi du commerce, mais du commerce ambulant,
hein, des petites épiceries que vous avez peut-être connues si vous habitiez à la campagne, où vous avez une petite camionnette qui vient vous proposer les produits du marché ou de la boucherie. Là ici, c'est des propositions culturelles dans la Nièvre, le Haut-Morvan, un territoire rural avec assez peu de densité, et où l'idée de la compagnie du théâtre Éprouvrette, c'est de passer de village en village, environ tous les 15 jours, et de faire une proposition. Les habitants savent qu'ils vont venir, mais ils ne savent pas ce qu'on va leur proposer. Ça peut être un bal, ça peut être une pièce, ça peut être du cirque, ça peut être des quantités de choses variées, hein. Alors, là aussi, quand je dis on réinvente l'eau tiède, c'est pas très nouveau. Les bibliobus, les muséobus, les joujoubus, enfin les ludobus font un petit peu la même chose. Mais il y a l'idée ici que quand même on est sur une proposition, je dirais, culturelle un petit peu plus interactive, si ce n'est participative, dans des territoires ruraux, au point que ça a été repris par le conseil régional de Bourgogne pour finalement l'institutionnaliser et en faire un outil à part entière. Donc des territoires variés. La diapositive suivante nous montre aussi que ça peut être une multiplicité de supports. Et d'ici, on est à Détroit, on est autour d'un projet qui a été initié par un plasticien qui s'appelle Terry Gilland en 1986, dans un quartier sinistré, on peut le dire, de Détroit, donc une ville désindustrialisée. Bon, je ne vais pas faire l'histoire de Détroit, où se concentraient les populations noires afro-américaines les plus pauvres de la ville, et avec beaucoup de délinquance et des junkies qui venaient s'installer dans des maisons qui étaient inhabitées. Et Terry Gilland a eu l'idée finalement de récupérer tout un ensemble d'objets, de les peindre, et puis de s'emparer en quelque sorte de son environnement, et particulièrement des maisons, et aussi des voitures, pour agrémenter un petit peu le lieu, le rendre un petit peu plus sympathique, le valoriser, mais aussi entraîner les habitants dans cette aventure, au point qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un haut lieu touristique de Détroit. Il y a plus de 300 000 personnes qui se sont succédées depuis entre 1986 et 2014, je crois. Ce projet a même représenté les États-Unis à la Biennale de Venise. Bon, voilà, il y a une forme de légitimation artistique aussi dont il a pu bénéficier. La diapo suivante nous montre aussi d'autres formes de rapports. Alors ici, on est moins dans l'art que la culture au sens technique, scientifique. C'est les fameux Fab Labs ou Media Labs, où on va encourager les habitants à mettre la main à la pâte pour essayer, par exemple, autour du numérique, autour de la capacité à pouvoir diffuser des idées, de cette culture participative, hein, qui consiste à essayer de se faire entendre, se faire valoir à travers différents supports numériques, comme nous les proposent les smartphones et les ordinateurs. J'aurais pu prendre l'exemple de la Cité de Dieu à Rio de Janeiro, où on a fourni des caméras pour que les habitants puissent se filmer et puissent en quelque sorte parler d'eux sans intermédiaire, ou en tout cas en minimisant les intermédiaires, parler de leur vie quotidienne, de ce qu'ils savent faire et de ce qui les préoccupe, sans passer par les filtres des médias habituels. Et puis, autre type Alors la diapo suivante, c'est de montrer aussi qu'il y a des formes d'organisation différentes. Ici, on est en Martinique, Tambou-Bocanal, on parlait de droit culturel. Ici, la culture en Martinique, ça a souvent été une culture extrêmement réprimée. La musique belay en particulier, comme le goka en Guadeloupe, les tambours, les danses dites traditionnelles, qualifiées de folkloriques avec une certaine condescendance, ont souvent été marginalisées de la vie quotidienne, avec tous les conséquences en termes de dignité et d'identité culturelle. Donc ça a été réapproprié par des habitants, notamment d'un quartier populaire qui s'appelle Beaucanal, à Fort-de-France. C'est aussi réapproprié par des nationalistes et des indépendantistes qui en font le porte-étendard finalement de leur combat contre l'État français et contre l'État culturel français. Mais ici, c'est ce qui est intéressant, c'est que les habitants se sont débrouillés tout seuls, hein. Nul besoin d'animateurs socioculturels, nul besoin d'artistes patentés ou d'institutions. Pourtant, il y a le CERMAC qui a été créé par Aimé Césaire, qui a pu être une forme d'inspiration importante, notamment autour de l'idée de négritude. Mais comme vous voyez, ils ont construit leurs instruments tout seuls. Ils ont réinventé les musiques, hein, à partir de différentes traces, en interrogeant les anciens. Et on a affaire ici à des habitants, hein, c'est des ouvriers des abattoirs, c'est des employés, c'est des jobbers, hein, c'est-à-dire des journaliers. Donc des gens qui, a priori, ne disposaient pas d'un capital culturel, hein, pour parler en termes sociologiques, particulièrement important.
Et puis dernière diapositive, dernière illustration, alors dans un monde totalement différent, mais c'est aussi un peu pour montrer que la participation est partout et on peut s'interroger sur les formes de participation, c'est le dispositif Yellow Lounge qui a été lancé par Deutsche Grammophon, un label de musique centenaire, de musique classique assez prestigieux, qui a été racheté par Universal. Et Universal a souhaité un petit peu populariser cette musique classique au plus grand nombre. Et l'idée, c'est de développer la musique classique comme d'autres l'ont fait à Paris autour des concerts de poche, par exemple, dans des lieux inédits. Ici, par exemple, c'est le bateau phare que vous devez connaître, qui n'existe plus, je crois, qui a fermé, mais qui consiste à mettre des musiciens classiques, qui sont généralement réservés à des cadres d'expérience beaucoup plus, je dirais, stéréotypés, dans une boîte de nuit à destination de ceux qui fréquentent les boîtes de nuit. Ça pose la question de savoir si on change le cadre, la boîte de nuit, ou chez l'habitant, est-ce qu'on change le rapport? L'observation qui a été faite à l'Elange montre que c'est pas aussi simple que ça. En l'occurrence, par exemple, dans les boîtes de nuit, on a l'habitude de voir les gens danser, s'habiller, chanter, etc. Là, ils avaient un rapport très cérémonial. On voyait des mecs qui avaient des blousons en cuir, mais qui en même temps ne pipaient pas mot, applaudissaient à la fin et ne parlaient surtout pas pendant le spectacle de musique classique. Donc c'est quand même intéressant la façon dont l'œuvre aussi produit un rapport aux spectateurs plus ou moins participants. Juste quelques éléments et je termine avec les deux prochaines diapositives. C'est la question de savoir de quelle participation on parle finalement. Parce que tous ces exemples-là, et les exemples qu'on va entendre aujourd'hui, mettent en évidence des formes de... On parle tous de participation, mais de quoi parle-t-on exactement? Ça a été dit un petit peu aussi par Géraldine, autour d'une référence que je ne connais pas, mais on peut s'interroger sur l'intensité. La participation, ça peut être la co-création, la co-écriture, comme faisait par exemple Armand Gatti, par exemple, quand il allait voir dans les usines des ouvriers, il co-écrivait, ce que fait le Grabuge peut-être aussi, ou ça peut être simplement le spectateur. On parlait aussi de Jacques Rancière. Jacques Rancière rappelle le spectateur émancipé. Quand on regarde, on agit aussi. Que je sache, j'ai vu des gens qui riaient. On peut pleurer. Le silence aussi. Il faut dire aussi qu'on réfléchit beaucoup. Donc le spectateur est un acteur d'une certaine manière. Et j'en reviens à cette idée d'art participatif qui paraît quelque peu redondant. Mais il est clair qu'il y a des degrés, je dirais, de participation, comme en participation en démocratie urbaine, il y a la cogestion municipale où il y a simplement la personne qui va voter quand on lui demande. Il y a le mode de sélection. Est-ce qu'on travaille avec tout le monde, avec uniquement les habitants de Sevran, avec les femmes, avec les enfants? Est-ce qu'on travaille avec des personnes mobilisées, organisées? C'est ce que faisait le TNP avec les comités d'entreprise, ce que faisait aussi le Centre Pompidou avec les correspondants associatifs, etc. Donc il y a différentes façons aussi de mobiliser. On cible ou on cible pas. La politique de la ville, par exemple, a surtout, la participation s'est souvent développée aussi dans ce cadre-là, autour des quartiers populaires, mais ciblée par la politique de la ville comme étant plus défavorisés que les autres, et donc méritant d'une certaine manière davantage d'attention et davantage de moyens de ce point de vue-là. Selon le sens de la démarche, dans les projets qu'on a étudiés, ça peut être par le haut, c'est-à-dire qu'il y a une proposition qui vient d'une compagnie, qui vient d'une institution culturelle et qui va vers les habitants. Ça peut être par le bas, c'est-à-dire quand on voit Tambo Canal en Martinique, ou des citoyens qui s'organisent eux-mêmes, ou des jeunes qui, par exemple, qui vont faire de la danse hip-hop. Historiquement, on sait que ça a joué un grand rôle dans les politiques culturelles françaises et dans la façon aussi dont elles ont été bousculées, grâce au MJC, certes, mais aussi parce qu'ils se sont auto-organisés au bas des immeubles et dans les cages d'escalier, avant de devenir des artistes reconnus. Mais c'est venu par le bas. Puis des fois, c'est mixte. Il y a un très bel exemple, c'est le défilé de la Biennale de la danse de Lyon, où Guy Darmet a réussi à faire travailler, ça fait maintenant plus de 20 ans, des travailleurs sociaux, des artistes chorégraphes reconnus et des habitants, notamment autour du hip-hop, mais pas uniquement. Et puis il y a selon la pérennité. Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que le défilé de la Biennale, ça fait plus de 20 ans? Le Théâtre du Grabuge, ça fait des années, ici aussi. Et puis, des fois, c'est ponctuel, avec ce que ça peut avoir de frustrant, et en même temps, peut-être, ça bouscule, et puis peut-être, des fois, ça évite de rentrer dans une certaine forme de routine. Dernière diapositive, la toute dernière, je ne sais pas si je suis dans les temps, je parle vite. Questionner la participation culturelle, c'est donc questionner en quelque sorte d'une certaine manière ses objectifs, son sens. On a parlé de démocratie. Parfois on ne sait pas trop si l'art il doit servir à créer du lien civique ou si c'est simplement un agrément, une plus-value dans la vie quotidienne des gens sans autre intention que de divertir d'une certaine manière ou d'apporter un supplément d'âme.
Je parlais de la politique de la ville. La politique de la ville, aujourd'hui, le ministère de la cohésion sociale participe plutôt du lien social. On peut s'interroger dans quelle mesure l'art ou la pratique artistique peut favoriser la justice sociale, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités sociales. Est-ce qu'on s'adresse à des citoyens ou des consommateurs? L'exemple de Yellow Lounge est assez évidemment caricatural de ce point de vue-là. On est bien dans une logique de participation, mais quasi marketing. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, bon, les outils numériques, le YouTube, etc., donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas d'une certaine manière. Parfois, on va sur YouTube ou on va sur les outils numériques parce que certaines institutions ne sont pas forcément très ouvertes, sont plutôt réticentes à laisser rentrer certains publics. Donc, quand on prend l'exemple du hip-hop, il s'est développé en dehors des institutions, mais grâce à une émission de télévision qui n'était pas encore privée, c'était TF1, avec une émission HIP, HOP, avec des radios libres. Donc on est bien dans une culture commerciale, consommateur, citoyen. Parfois, la frontière n'est pas aussi simple et il ne me paraît pas nécessaire forcément de faire ranger les gens dans des cases. Les modalités, de quelle culture on parle? Est-ce qu'on parle de la culture quotidienne, anthropologique? Quand on est dans les Fab Labs, c'est une culture plutôt scientifique et technique? Ou est-ce qu'on parle d'une culture artistique? Mais où commence l'art? Qui décide de la qualité? On parlait de qualité tout à l'heure, mais qui décide de la qualité? C'est une vraie question. Qui sont les intermédiaires culturels? Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent, il y avait très peu de réflexion pédagogique. C'est que dans les travails, je dirais, de participation, on avait le fait de changer de lieu suffisait à dire on fait participation. Le fait de mettre des objets et d'organiser des dispositifs matériels suffisait à dire qu'on fait participation, sans forcément de réflexion pédagogique. Je rappelle que le ministère des Affaires culturelles de Malraux s'est construit contre l'éducation nationale, contre l'idée qu'il fallait éduquer les individus à l'art. Alors on en revient, il y a l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui, mais on est quand même sur ce référentiel que le rapport à l'art est quelque chose qui n'est pas pédagogique, il y a un rapport quasiment spontané, et pour Malraux qui était quasiment religieux. Il parlait de cathédrale de la culture pour parler des maisons de la culture. Et puis, dernière chose, c'est la question de la compétence culturelle. Alors déjà, Guy Saez disait, oui, la participation ne doit pas devenir une injonction, certes, mais on peut s'interroger parfois sur cette nécessité qu'il y a constamment à dire aux gens, venez, participez, impliquez-vous. Encore une fois, on peut ne pas venir et s'impliquer autrement. Il y a les inégalités face à la participation. Le problème de la culture, comme dans plein d'autres domaines, l'éducation, la démocratie participative, c'est que généralement on prêche aux convaincus. Ceux qui viennent sont ceux qui sont intéressés, c'est ceux qui ont le goût de. Sans revenir aux acquis de la sociologie de la culture, il ne suffit pas de grandes gratuits, il ne suffit pas de mettre un équipement à côté des populations pour qu'elles aient envie de venir. Les exemples sont multiples, à commencer par les maisons de la culture de Malraux ou certains équipements socioculturels ou culturels qui peuvent être en quelque sorte parachutés dans certains quartiers populaires et où finalement la programmation attire davantage les populations des centres-villes avec fort capital culturel et fort diplôme plutôt que les habitants qui sont à côté parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Comme vous disiez par exemple tout à l'heure, madame, vous disiez moi je n'ai pas le temps et c'est vos enfants qui ont joué le rôle de médiation d'une certaine manière. Bon, mais voilà, la participation, ça ne se décrète pas, encore une fois. Et puis, ça pose une dernière question, et j'en reviens au droit culturel pour boucler la boucle, c'est la place des savoirs profanes. C'est-à-dire cette participation artistique ou culturelle, mais qui reviendrait à ce que les gens sont capables de faire, les gens ordinaires, ce qu'ils sont capables de dire. Alors, moi, je trouve qu'il y a un modèle qui est assez intéressant, c'est effectivement parce que c'est celui que je connais, donc je ne préjuge pas de ce qui se fait ailleurs, mais le défi de la Biennale de la danse que j'ai étudié longuement en étant moi-même participant et qui, je peux dire, qui a un petit peu changé ma vie d'une certaine manière, mais où les chorégraphes, ils travaillent avec les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire avec les grands, un peu comme Galota, les grands, les petits, les gros, les maigres, les gens qui sont bien dans leur corps, les gens qui ne le sont pas, certains qui ont des techniques comme les danseurs de hip-hop ou qui ont d'autres techniques en mimant Beyoncé à la télévision, et puis d'autres qui ont pris des cours de danse. Mais il n'y a pas de normativité et à la fin, le projet qui est produit, c'est tout autant le projet de l'artiste, du chorégraphe, que le projet des habitants. Et c'est très indissociable, et le chorégraphe lui-même le sait. Mais il faut une qualité énorme des chorégraphes, ceux qui réussissent, c'est ce qu'a dit Géraldine, il faut aimer les publics, et c'est là où il y a parfois comment dire, la difficulté aussi peut-être de demander à l'artiste de faire
une forme de travail social, de se muer en travailleur social, ce qui n'est pas forcément son rôle et ce qui peut-être, on peut dire, ne doit surtout pas être son rôle. Voilà.